perle d'histoire. Le premier jour de chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présentée par Gabriel Massé. Cette histoire tient autant de la légende que de la réalité. À la Révolution, quand les émeutiers s'emparèrent de la Bastille, ils découvrirent dans un registre cette inscription mystérieuse. Prisonnier numéro 6, 4, 3, 8, 9000. L'homme au masque de fer. Le prisonnier le plus célèbre et le plus énigmatique de l'histoire de France, l'homme au masque de fer. Vous venez d'entendre les premiers mots du célèbre film de Randall Wallace où Leonardo DiCaprio incarne le mystérieux captif. Une version évidemment romancée, comme il y en a eu des dizaines. Ce film, même s'il est très agréable à regarder, est tout à fait contestable historiquement. En revanche, une chose est absolument vraie et certaine, l'homme au masque de fer a bel et bien existé. Ça va t'étonner, mais c'est la vérité devant Dieu. De son vivant, personne ne s'est vraiment intéressé à ce prisonnier masqué. C'est en 1753, quand Voltaire publie son ouvrage Le siècle de Louis XIV, que l'énigme est révélée au grand public. Depuis, l'homme au masque de fer n'a cessé d'alimenter l'imagination des chansonniers, des écrivains et plus tard même des cinéastes, grâce notamment à Alexandre Dumas, Marcel Pagnol, Alfred de Vigny ou encore Victor Hugo. L'histoire devint une légende, la légende devint un mythe. Je vous propose aujourd'hui de mettre de côté la légende et le mythe pour essayer de comprendre cet épisode de l'histoire et tenter de répondre à cette question, qui peut bien se cacher derrière ce masque ? Il existe une cinquantaine d'hypothèses plus ou moins farfelues. Je vais vous développer les 3 thèses principales, les 3 thèses les plus crédibles sur l'identité de ce mystérieux prisonnier. Si on lui ôtait son masque, on pourrait voir qui c'était. La première thèse, la plus célèbre, l'homme au masque de fer serait le frère jumeau de Louis XIV. Un autre. Il y en a un autre. À l'origine, cette hypothèse est celle de Voltaire lui-même. Il l'évoque dans plusieurs de ses ouvrages, à commencer par Le siècle de Louis XIV, chapitre 25. Monsieur de Chamillard fut le dernier ministre qui eut cet étrange secret. Le second maréchal de la Feuillade, son gendre, me dit qu'à la mort de son beau-père, il lui conjura à genoux de lui apprendre qui était cet homme, qu'on ne connut jamais que sous le nom de l'homme au masque de fer. Chamillard lui répondit que c'était le secret de l'État et qu'il avait fait serment de ne le révéler jamais. Et plus tard, dans Questions sur l'encyclopédie, Voltaire écrit « Il est clair que si on ne lui permettait de parler à son médecin que couvert d'un masque, c'était de peur qu'on ne reconnût dans ses traits quelque ressemblance trop frappante. » D'Alexandre Dumas avec le vicomte de Bragelonne à Marcel Pagnol dans Le secret du masque de fer, en passant par Victor Hugo et son ouvrage inachevé Les jumeaux, cette théorie d'un frère caché de Louis XIV est certainement celle qui anime le plus les passions. Cela tient du fait qu'à l'époque, il y avait une controverse sur qui était l'aîné entre 2 jumeaux. Le premier à avoir vu le jour, ou le second qui, pensait-on, avait été conçu en premier. Pour éviter une querelle de succession, l'un des 2 enfants aurait été dissimulé dès sa naissance, avant d'être recouvert d'un masque pour que sa ressemblance avec le roi ne révèle une vérité dangereuse pour la couronne. De nombreux historiens, dont Jean-Christian Petit-Fils, rejettent cette thèse, notamment parce qu'à l'époque, les accouchements avaient lieu en public, devant la cour. Faisons comme si c'était normal après tout. Pour l'historien Jean-Christian Petit-Fils, auteur du livre L'homme au masque de fer, la réalité est tout autre. On arrive à la seconde hypothèse la plus probable, celle d'Eustache d'Angers. Danger, Varstenzi, danger. Eustache d'Angers, c'est un valet qui est arrêté en juillet 1669 et enfermé dans la prison de Pignerol, un donjon situé dans une enclave des Alpes italiennes. La prison des personnalités. C'est aussi là-bas qu'est retenu depuis 4 ans l'ancien surintendant des finances, Nicolas Fouquet, et que le sera aussi le duc de Lauzun à partir de 1671. Eustache, lui, n'est sans doute qu'un simple valet qui a eu connaissance d'un secret qui ne doit pas être ébruité. Secret défense. Là-bas, un homme assure la garde de ses prisonniers.
le gouverneur Bénigne d'Auvergne de Saint-Marc. À l'arrivée de Stage d'Angers, il reçoit ce message. Il faudra que vous portiez vous-même à ce misérable, une fois par jour, de quoi vivre toute la journée, et que vous n'écoutiez jamais, sous aucun prétexte, ce qu'il voudra vous dire, le menaçant toujours de le faire mourir s'il vous ouvre la bouche pour vous parler d'autre chose que de ses nécessités. Comme ce n'est qu'un valet, il ne lui faudra pas de meubles bien considérables. La théorie de Jean-Christian Petit-Fils, c'est qu'après la mort de Fouquet et la libération de Lauzun, le gouverneur Saint-Marc a perdu ses prisonniers les plus prestigieux. Il a voulu se donner de l'importance en construisant une légende, sa légende, celle de l'homme au masque de fer. En avril 1687, lors du voyage vers une nouvelle prison, de celle d'exil où il était depuis 1681 jusqu'à celle de l'île Sainte-Marguerite, il aurait imposé à cet Eustache d'Angers de porter un masque de fer et de voyager dans une chaise à porteur recouverte d'une toile cirée. Cet homme, aux étapes, sort de sa boîte, il manque d'étouffer, et il porte un masque d'acier sur le visage. On a un texte en particulier qui nous parle de cela. C'est la première fois qu'on voit un prisonnier masqué de fer. On vient d'entendre Jean-Christian Petit-Fils, interviewé en 2008 pour l'émission Secret d'Histoire. Ce voyage, c'est la naissance du masque de fer, sa première apparition. Et pour l'historien, c'est surtout un moyen pour Bénigne d'Auvergne de Saint-Marc de faire croire qu'il s'occupe encore d'un prisonnier d'importance. Oh, c'est Philou. Mon petit filou. La troisième hypothèse est une version alternative de la précédente, avec un postulat de départ, et si Nicolas Fouquet n'était pas vraiment mort à la prison de Pignerol en 1680. Fouquet, rappelons-le, c'est l'ancien surintendant des finances de Louis XIV, arrêté peu de temps après avoir donné une sublime réception dans son château de Vaux-le-Vicomte. Il a été jugé pour détournement de fonds publics et lèse-majesté. Et Louis XIV l'a envoyé dans une geôle de Pignerol, sous la bonne garde de Saint-Marc, avant qu'il n'y décède officiellement le 23 mars 1680. Et vous, personnellement, vous y croyez ? Dans son livre Fouquet, Jean-Christian Petit-Fils a écrit « Aucun acte officiel ne vint constater le décès, aucune épitaphe laudative ne vint sceller sa sépulture. » Ah bon ? C'est ce flou autour de la mort de Fouquet qui amène certains historiens à penser qu'il est peut-être l'homme au masque de fer. S'il a été déclaré mort mais qu'il est toujours en vie, personne ne doit plus voir son visage. Cela expliquerait qu'il soit traité avec respect et que soit fait le choix d'une chaise à porteur pour ses déplacements, un moyen de transport généralement réservé à la noblesse. Et cela justifierait aussi le confort de la cellule construite pour lui à la prison de Sainte-Marguerite, une grande pièce avec une cheminée et des toilettes. Cette théorie est notamment défendue par Claude Dabos, auteur d'une enquête fouillée sur le sujet. Pour lui, Fouquet est l'homme au masque de fer, ou plus précisément, le premier homme au masque de fer. Comment ça ? Selon cet auteur, Fouquet serait certainement décédé au fort royal de l'île Sainte-Marguerite. À ce moment-là, pour enfouir la vérité, un autre prisonnier prend place sous le masque de fer, un ancien diplomate italien nommé Mattioli. En 1694, Mattioli quitte la prison de Pignerol, où il était encore, pour celle de Sainte-Marguerite. Et la même année, il est déclaré mort. Faisons maintenant un bond dans le temps jusqu'en 1698. 4 ans plus tard a lieu le transfèrement à la Bastille de l'homme au masque de fer. Claude Dabos écrit sur le sujet. Quand Mattioli est transféré à la Bastille, tout est mis en œuvre pour que l'histoire retienne de lui qu'il était le fameux masque de fer de l'île Sainte-Marguerite. Pendant 5 ans, nombre de témoins peuvent observer ce prisonnier masqué de Sainte-Marguerite, dont le nom ne se dit pas, à l'allure encore jeune, se rendre à la chapelle de la Bastille d'un pas alerte. Quand l'homme au masque de fer emprisonné à la Bastille décède en 1703, c'est le nom de Marchioli qui est inscrit sur l'acte de décès. Selon Claude Dabos, c'est pour que l'image du masque de fer soit à jamais dissociée de Fouquet. Le nom de Marchioli est étrangement proche de celui de Mattioli. Un tel indice, après tant d'années de mystère, laisse sceptique. Et si c'était bien lui, Mattioli aurait eu 63 ans en 1703, et sur l'acte de décès, il est écrit 45 ans. Pourquoi l'avoir rajeuni à ce point, se questionne Claude Dabos. Parce qu'en 1703, Fouquet aurait eu 89 ans,